Donc, en décembre dernier, on avait organisé déjà une première séance d'un cycle qu'on a intitulé « Métabolisme du monde » et qui était consacré aux questions d'extraction minière et de pollution en Afrique, en lien avec les villes africaines. Et donc là, nous sommes dans le cycle 2, deuxième rencontre proposée autour du métabolisme du monde. On va s'intéresser au sable. Le mot métabolisme, il vient du domaine médical et donc il est utilisé par les chercheuses et chercheurs pour penser les territoires en ce qu'ils sont traversés de flux de matières qui peuvent être extraites, introduites ou qui ressortent de ces territoires ou qui traversent ces territoires. Donc là, on va s'intéresser au sable et peut-être même plus spécifiquement à du sable granuleux, pas forcément le sable fin des dunes du Sahara, mais à un sable dont la granulométrie peut varier jusqu'à être ce qu'on appelle du granulat, voire du gravier. Et ce sable dont il sera question, c'est en fait la matière, la ressource naturelle, si on emploie l'expression ressource naturelle, la plus consommée dans le monde actuellement, après l'eau. On avait consacré d'ailleurs un sémécole à l'eau. Et cette utilisation en fait du sable, elle se dirige dans plein de directions. Il y a évidemment tout ce qui concerne la construction et la réfection des infrastructures, donc tout ce qui est bâtiments, routes, etc. Mais c'est également un composant essentiel de par la silice qui le compose pour tout ce qui concerne le verre, mais aussi les composants électroniques. Donc les usages sont énormes et se sont considérablement développés depuis les années 2000. Donc c'est devenu un enjeu majeur au point qu'il y a un programme des Nations Unies pour l'environnement qui concerne plus spécifiquement ou qui s'intéresse à ces questions de sable. Il y a des rapports en fait maintenant qui paraissent de manière régulière pour des questions de soutenabilité. Et il en sera question donc aujourd'hui. Alors on ne va pas parler donc de Sahara et de dunes du Sahara, on va aller voir le sable et le gravier des lits de rivières, des plages, des fonds marins. Et on a voulu, pour commencer en fait ce séminaire, peut-être vous passer un petit bout d'un documentaire qui est disponible sur Internet, qui dure 16 minutes normalement. On va vous passer simplement les 3 premières minutes. Et c'est pour nous plonger un peu dans cette question de l'extraction de sable d'une manière un peu plus sensible. Et ensuite, on reviendra un peu à nos invités qui seront présentés et qui pourront ensuite nous proposer leur éclairage. Donc, dans leur éclairage, on naviguera entre la France et le monde. On verra différentes échelles et différents enjeux politiques, puisque l'objectif de nos séminaires sont toujours de donner un éclairage dans une perspective d'écologie politique. Et on verra que ces questions de sable, elles sont éminemment politiques. Elles ne sont pas juste économiques ou matérielles, mais elles sont aussi politiques. Et pour continuer dans le commentaire, en fait, cette habitante, elle vient d'une région de mangrove qui est concernée justement par de l'accaparement de sable. Et donc, pour la première fois, dans le cadre de ce documentaire, elle se rend sur un site d'accumulation du sable qui est extrait à différents endroits du territoire cambodgien. Et donc elle se rend compte de la forme et des volumes que prennent ces extractions qui se déroulent localement sur son territoire, mais aussi dans bien d'autres territoires littoraux du Cambodge, notamment pour approvisionner la fabrique urbaine de Singapour. Cette extraction de sable, de gravier, de granulats, de manière générale, elle peut aussi être très locale et se dérouler quotidiennement sur le territoire français, par exemple. Et ça a fait l'objet... Ouais, là, on a le son. Cette enquête sur cet extractivisme national, elle a fait l'objet de la thèse de Nello Magalhães, qui est ici aujourd'hui parmi nous, et du bouquin qu'il a publié l'année dernière aux éditions La Fabrique. Et donc on va tout de suite passer la parole à Nello pour nous raconter un petit peu cette enquête sur un phénomène qu'on associe souvent aux pays du Sud dans des proportions un petit peu gigantesques et qui en fait est aussi tout à fait banal et ordinaire et assez diffus territorialement dans la façon dont il se déploie sur le territoire français. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices pour l'invitation.
On a beaucoup échangé, vous avez préparé ça avec méthode et beaucoup de dévouement, donc vraiment bravo. C'est très impressionnant d'être là, on entend beaucoup parler de vous en France et vous êtes célébré partout, donc voilà, là, la Techopole de Toulouse, c'est un peu une étape qui est désormais célébrée et je comprends pourquoi. Je vais vous parler en effet, donc c'est pas trop fort là, parce que j'ai tendance à crier, donc si vos tympans explosent, vraiment faites des signes. Donc oui, en effet, je vais vous parler de sable en France, de l'extraction de sable en France. Et je viens de rajouter une slide rapidement parce que en fait, ça se rattache complètement aux questions de métabolisme. Et en réalité, c'était un peu mon point de départ. Donc voilà, j'en profite pour vous présenter une cartographie un peu de ma thèse et aussi du bouquin. Alors, est-ce que si je passe ma souris, ça va être trop bien. Alors, en réalité, je vais dire 3 mots sur le métabolisme. Je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est tant mieux. Donc, la question du métabolisme, c'est de penser tous les flux de matière, d'énergie qui traversent un système et qui permettent à ce système de se reproduire dans le temps. On peut faire ça pour une ville, pour une région, un département, un pays, etc. etc. Donc c'est un point de vue physique sur un système économique ou un pays ou une unité territoriale. Mais en général, le métabolisme va coller à des frontières administratives. Parce que quand on colle aux frontières administratives, on a des données. Il y a une dépendance à la donnée dans la construction des cadres et des problématiques qui est assez effrayante. Donc en général, on va dire, eh bien, je vais penser l'Île-de-France ou je vais réfléchir à la question de Paris, parce qu'en fait, c'est l'échelle administrative de Paris qui me permet d'avoir des données parce que la ville de Paris collecte des données depuis très longtemps sur toute l'extraction, les flux de déchets, le ruissellement et tout ce que vous voulez pour cette unité-là. Donc en général, on colle les études du métabolisme à des frontières administratives. Or, moi, dans ma thèse, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre un système un peu différent et en réalité de le construire. Et ce système, ce sont les grandes infrastructures de transport. Alors évidemment, c'est assez conceptuel, enfin, c'est pas une unité territoriale qui va de soi, de dire voici mon système, ce sont les grandes infrastructures de transport. Mais je pensais que c'était assez riche pour en fait présenter tous les chapitres et tous les arguments de mon travail. Et quand on regardait les grandes infrastructures, enfin quand je regardais en l'occurrence les grandes infrastructures de transport, et d'un point de vue très physique, n'est-ce pas, j'avais affaire à tout un tas de protagonistes dont tout le monde se fiche, pour le dire, c'est-à-dire le sable et le gravier. Et donc quand j'ai commencé là-dessus, en fait, moi c'était mon point de départ, c'était le sable et le gravier. Comment se fait-il qu'on en a extrait autant en France au XXe siècle et que l'historiographie ne dit rien du tout là-dessus quand même. Il y a des milliers de travaux sur les mines, les forêts, tout ce que vous voulez, mais le sable et le gravier, enfin les carrières en général, il n'y a aucun travail assez... aucune monographie un peu exhaustive qui l'avait pris en charge, donc c'est un peu face à ce vide-là que je voulais me confronter. Mais en fait, il y a plein d'autres grands flux de matière dans les grandes infrastructures de transport dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, que sont par exemple les terres de terrassement. Je vous le mentionne parce que là, tout le monde s'en fout encore plus que le sable et le gravier, mais c'est le second matériau le plus important au monde, les terres de terrassement, d'accord ? C'est vraiment du même ordre de grandeur que le sable et le gravier. Ensuite, il y a énormément de déchets aussi, je ne vais pas vous en parler non plus, mais qui servent aux grandes infrastructures. Les grandes infrastructures les grandes infrastructures de transport sont un réceptacle génial pour valoriser des déchets. Vous construisez des grandes infrastructures de transport, vous allez valoriser vraiment des quantités phénoménales de déchets, donc c'est extraordinaire pour l'économie circulaire. Donc voilà un peu le panorama comme ça général, mais vous voyez que en fait, en construisant moi ce système-là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de repérer quelques espaces, n'est-ce pas, et les acteurs qui s'y trouvent, et les acteurs qui les prennent en charge. Et quand je dis acteurs, c'est les institutions, les organisations, etc., etc. Et de ce point de vue-là, c'est très important d'ailleurs dans toute la suite de ce que je vais vous dire, ça fait des études du métabolisme, mais des études du métabolisme qui ne vont pas désocialiser la matière. C'est-à-dire qu'un problème du métabolisme, c'est qu'il peut servir à ce qu'on appelle l'écologie industrielle. L'écologie industrielle, c'est tout simplement des descriptions de flux de matière, mais on ne comprend pas du tout quels sont les ressorts socio-historiques qui expliquent ces courbes, par exemple. Donc là, l'idée d'aller chercher un peu des institutions, des acteurs, des rapports de force, des pratiques sociales, ça permet de garder constamment ensemble les questions matérielles et sociales. Et d'ailleurs, c'était mon titre, le matériel idéal est l'extractivisme de sable. Donc ce que je compte faire et ce que je compte vous présenter, mais c'est ce que je fais dans tout le bouquin, c'est de matérialiser en effet l'économie, mais il y a plein de façons de matérialiser l'économie. Par exemple, M. Jancovici
matérialise l'économie en produisant des courbes à l'infini, n'est-ce pas? C'est une matérialisation, je veux dire, c'est indéniable, il en montre des aspects assez intéressants. Mais il la désocialise en même temps. On ne comprend pas du tout le social historique de ces courbes. Et c'est très problématique. Ce que je veux dire vraiment, c'est que les ingénieurs, matérialiser le monde social, ça se fait maintenant abondamment. Il y a des cabinets d'études, il y a des ingénieurs qui font ça voilà, à l'appel, quoi. Je veux dire, c'est presque industriel comme activité, hein. Mais le problème, c'est qu'on peut faire ça à l'infini, mais tant qu'on n'a pas un peu quelques éléments sur le social historique qui s'y glisse, n'est-ce pas? Et en l'occurrence, les rapports de force, les rapports de pouvoir, eh bien, on ne comprend pas grand-chose. Donc c'était un peu, là, un point de départ pour cet exposé, mais un point de départ auquel je tenais. Donc comment matérialiser sans désocialiser. Ça pourrait être un peu le sous-titre, ou le titre d'ailleurs de cette présentation. Bon, alors donc comme promis, je vais vous parler que de sable et de gravier. Ça, c'est un petit graphe qui vous présente l'extraction en France après 1945, en 1948, là, comme point de départ. Alors j'ai mis par habitant pour couper l'effet démographique. Et alors c'est très difficile, on ne comprend rien. Quand il y a trop de zéros, on ne comprend pas. Donc c'est 20 milliards de tonnes en cumulé, mais alors 20 milliards, on ne comprend jamais rien. Même en millions, on ne comprend pas. Donc c'est très difficile de rendre ça un peu palpable, quoi. Alors dans le livre, à un moment, je dis, bah, vous voyez, là, depuis 50 ans, depuis les années 70, là, c'est assez stable, hein, disons, il y a des petites hausses, des petites baisses, mais en gros, c'est 20 kilos par jour par habitant. Mais ça donne une idée, mais c'est un peu débile parce qu'en fait, c'est pas, vous voyez, c'est un peu responsabilité individuelle, quoi. C'est pas évidemment. Enfin, là, en l'occurrence, ce sont les grandes infrastructures de transport qui vont se rattacher à des grandes structures économiques. Donc, c'est pas du tout pour faire une responsabilité individuelle, mais c'est simplement pour un peu donner une idée de ce que ça représente. Donc, c'est 20 kilos par jour, tous les jours. Chaque Français consomme 20 kilos de sable et de gravier depuis 50 ans. Et point important pour mon bouquin, puisque c'est le sous-titre. Ce sable et ce gravier va aujourd'hui, et en temps long, surtout aux grandes infrastructures de transport. D'accord? C'est très important. Aujourd'hui, à 80%, on ouvre des carrières, on extrait du sable et du gravier pour les grandes infrastructures de transport. Pas pour le bâtiment. C'est important. Quand bien même on ne toucherait plus du tout aux grandes infrastructures de transport, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire le contraire. Quand bien même on ne construirait plus aucun bâtiment, justement, on aurait encore cette immense extraction de sable et gravier. Donc, ça, c'est un point de départ, vous voyez, il n'y a pas d'historiographie, il y a ça, je ne suis pas Jean Covici, je veux comprendre le social historique qu'il y a là derrière, donc c'est un peu faire l'histoire de cette courbe, on pourrait dire, d'accord? J'espère avoir un peu cadré rapidement le débat. En fait, je me rappelle, je vais aller vite, donc c'est terrible. Donc en tendance longue, voilà ce que ça veut dire. Alors bon, ça c'est juste pour vous dire par rapport à d'autres matériaux quand même un peu importants de l'économie française, hein, le charbon, les céréales, le minerai de fer, hein. Bon, on les voit quasi pas apparaître, les autres courbes, ça c'est tout le XXe siècle. Donc voilà. Alors ce qui est important quand même de rappeler, c'est que avant la Seconde Guerre mondiale, on extrait quand même beaucoup plus de charbon et de minerai de fer et plein d'autres matériaux d'ailleurs que de sable et de gravier. Donc c'est inexistant quasiment. C'est inexistant quasiment au début XXe siècle, hein. Je pourrais vous refaire toute l'histoire de pourquoi, mais ce ne sera pas le centre de mon propos. Mais tout ça est absolument lié aux technologies du béton, que ce soit dans le bâtiment ou les technologies du béton telles qu'elles ont été appliquées aux grandes infrastructures. Donc on pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse. C'est un peu de l'histoire des sciences et techniques. Mais en l'occurrence, donc voilà, il n'y a pas du tout d'extraction de sable et de gravier, très faible avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ça explose. Et ça évidemment, les administrations, l'État est bien au courant de ça. C'est présent dans les plans, c'est présent dans plein de... C'est pris en charge très sérieusement par les plans et chaussées. Enfin, je pourrais aussi préciser ces éléments. Et notamment, là, c'est juste pour vous dire à quel point ça va très vite, cette histoire. Donc c'est une croissance, vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle la grande accélération, hein, après Seconde Guerre mondiale. C'est une croissance de 10% par an, donc c'est énorme, hein, 10% par an. Et là, typiquement, je vous cite simplement que le plan, le 4e plan, là, début des années 60, c'est vraiment quand ça décolle, hein, début des années 60, où on voit vraiment que là, ça explose pendant 20 ans. Il prévoit à ce moment-là d'atteindre 88 millions de tonnes, et puis en fait, déjà en 1965, il y a beaucoup plus de sable et de gravier que de charbon et de minerai de fer combinés, alors que c'est une époque où on extrait encore évidemment massivement ces matériaux-là. Bon, ça c'est pour le panorama. Alors, autre chiffre, là, bon, c'est sur le sable et le gravier, alors qu'on réunit sous l'appellation de granulat aujourd'hui. Qui est alluvionnaire, celui-là. Donc il y a deux types de granulats. Il y a le granulat alluvionnaire que vous voyez là sur les images et qu'on a vu dans le reportage, c'est du granulat alluvionnaire.
qu'on peut extraire directement en rivière ou sur les bords de rivière, donc dans le lit mineur ou dans le lit majeur, on appelle ça. Et donc, si on prend juste celui-là, voilà, on en extrait 55 fois plus en 1974 qu'en 1900. Mais voilà, pour moi, c'était une surprise. Donc, une carrière jusqu'en 1993, quand on dit carrière, ce sont en fait les rivières. Le bâti en France est fait à partir des rivières de France. D'accord ? Bon, alors pas ici parce que c'est de la brique. Mais, donc ça, c'était un élément que je trouvais assez étonnant. Ce sont... alors, avant... Donc, l'autre possibilité, évidemment, parce que là, c'est peut-être pas très clair, c'est le granulat de roche dure, issu de roche dure. Donc ça, c'est les collines qu'on va éclater, tout simplement, qui peut être calcaire, éruptif. On peut éclater le massif central, c'est très bien aussi. Ça fait du bon gravillon. On peut, enfin voilà. Donc ça, c'est ce qui domine aujourd'hui. Donc c'est les deux types de granulats, alluvionnaire et de roche dure. Et moi, je pensais que la carrière, c'était la roche dure. Enfin, naïvement, j'avais pas du tout idée. Et en réalité, c'était ça. En réalité, il y a même une grande division historique. C'est que ce dragage-là de rivière, on appelle ça des sablières ou des gravières ou des ballastières. Mais ce ne sont pas des carrières. D'ailleurs, il y a une séparation dans les syndicats. Il y a le syndicat des carriers qui n'accepte pas du tout ces gens-là. Ça n'a rien à voir. Ils vont fusionner à un moment dans les années 70 parce qu'ils ont des intérêts communs. Mais c'était vraiment des professions différentes, des opérations différentes, des pratiques différentes. Enfin, c'est des univers sociaux qui n'ont pas de rapport. La carrière, historiquement, c'est vraiment la roche dure. C'est tailler le bloc de pierre pour construire. Bon. Donc, c'est une rupture, je veux dire, historique très importante de dire qu'à ce moment-là de l'histoire, la carrière, c'est essentiellement le dragage en rivière. Bon. Alors, j'ai des tonnes de jolis petites archives à vous montrer, donc c'est très présent. Là, je vous ai montré Annales des mines, bulletin des liaisons des ponts et chaussées, etc., etc. Ça, c'est la Loire. C'est la Loire qui est draguée. Voilà, on voit des petites dragues, etc., etc. Ça, c'est une petite carrière. Alors, elle est relativement importante, enfin pas tant que ça, mais comme ça, en bord de rivière. Alors, ça, c'est absolument banal aussi à cette époque-là. Ici, encore une qui est un peu plus grande quand même. Voilà. Ce type-là, en bord de rivière, elles existent encore aujourd'hui, hein, notamment, vous le savez bien, en Ariège, il y en a, mais il y en a encore dans la vallée du Rhône, etc., etc. Mais c'est minoritaire. C'est vraiment minoritaire aujourd'hui. C'est moins d'un tiers du total des carrières qui sont de ce type-là. Alors que dans les années 60, c'est la grande majorité. C'est ça, la grande accélération là, que je vous montre, ça, c'est les rivières. D'accord ? Rivière ou bord de rivière. Bon, alors... je sais que j'ai pas de temps, donc je vais en fait tout de suite vous donner l'argument et puis voilà, ça va aller vite. Pourquoi je parle d'extractivisme ordinaire ? C'est la thèse que Jérémy a rappelée tout à l'heure et qui est là affichée à chaque slide. C'est exactement en raison du documentaire qu'on a vu avant et qui moi me frappait beaucoup. J'ai vu des tonnes de documentaires, vous avez peut-être vu aussi documentaire Arte, il y a La fin du sable, les mafias du sable en Inde ou au Maroc, un peu partout dans le monde. Et j'étais vraiment fasciné, je me disais waouh, c'est terrible, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe au Mekong, c'est une dinguerie comme on dit. Bon. Mais en réalité, c'est là que j'ai un peu tilté, c'est que moi je faisais face à tous mes jolis à mes petites archives, là, à mes plans d'eau, etc., etc. Et là je me suis dit, mais en fait c'est exactement pareil en France dans les années 60. Il faut arrêter de croire que l'extractivisme c'est quelque chose de lointain avec des mafias, des sphères illicites et des gangs hyper dangereux, etc., etc. Et j'ai tous les arguments pour vous le montrer. Sauf que il y a le qualificatif d'ordinaire sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais donc, il y avait donc des papiers qui s'appellent extractivisme de sable et qui concernaient donc le sud global dans tout un tas de pays. Alors, ici, on voit... Hein, ouais. Bon, d'un point de vue quantitatif, bon, je vais un peu vite. Aujourd'hui, il y a un papier récent là, qui disait que dans le bas Mekong, justement, qu'on vient de voir, là, on extrait 7 fois plus, c'est ça, ouais, 7 fois plus de sédiments que ce que le fleuve reçoit annuellement. Donc, chaque fleuve reçoit, du fait de l'érosion, une masse assez importante de sédiments chaque année, n'est-ce pas? Et donc là, on est en train de vider le Mekong de ces sédiments. Donc les niveaux d'eau baissent. Il y avait un papier d'ailleurs dans le monde diplomatique récemment sur le delta du Mekong où tout le niveau est en train de baisser, la mer s'avance, etc., etc. Donc 7. Dans la Loire, dans les années 70, c'est 10 à 12 fois plus. Donc c'est pire que le Mekong aujourd'hui. Et c'est pas que la Loire, hein. C'est le Rhin, le Rhône, le Drac, l'Isère, l'Arve, mais toutes les rivières. Mais vraiment toutes. Et je pourrais vous donner le chiffre là pour chacune. C'était une incision, ils appellent ça un taux d'incision. Donc les rivières vont baisser de 20 cm, 30 cm par an.
Il y a des endroits dans la Loire où ça baissait. Alors les torrents là, de montagne sont les plus concernés. Là, on extrait, donc ça accélère, ça chenalise, etc. Ça crée des dégâts immenses hein, sur les rivières, évidemment. On vide les rivières, on les vide complètement. Voilà. Donc ça se faisait. Et ça concernait les nappes phréatiques, ça inquiétait énormément. Il y avait des conflits. Autre caractéristique de l'extractivisme. L'extractivisme, c'est non seulement quantitativement extraordinaire, hein, enfin, ça c'est un point essentiel. Il y a des conflits socio-environnementaux qui sont très fréquemment associés à ça. C'était le cas des élus, des voisins, des pêcheurs, enfin, je pourrais des associations environnementalistes évidemment, parfois des châtelains, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Il y a vraiment, j'ai vu une panoplie assez importante d'opposants. Donc il y en avait beaucoup. Il y avait des plaintes, il y avait des gens qui étaient formés contents. C'était structurel, c'était systémique, c'était pas une année comme ça, non, c'était année après année, on vidait les rivières, donc c'était complètement rattaché à l'aménagement du territoire et à la production de grandes infrastructures des années 60-70. Par contre, c'est plus ordinaire que ce qu'on voit là peut-être au Mékong. Alors, à voir, je ne connais pas non plus très bien la situation du Mékong, donc je ne veux pas non plus m'avancer. Mais c'est très ordinaire, pourquoi? Et c'est ça qui est un peu étonnant de parler d'extractivisme ordinaire. D'abord parce que ce sont des milliers et des milliers de toutes petites carrières. Ce sont des PME, c'est M. Durand qui a 2-3 carrières, c'est M. Dupont, alors désolé, c'est toujours Dupont et Durand dans mes présentations, mais voilà, mais c'est vraiment des petites entreprises, c'est pas Vinci, c'est pas Lafarge. Alors depuis, oui, hein, depuis Lafarge on avait 200, enfin récemment ils en ont acheté, ils ont au fur et à mesure acquis quelques centaines, mais à l'époque pas du tout. Donc c'est quand même assez surprenant. C'est une très faible valeur ajoutée, c'est pas un monstre capitalisme avec des profits incroyables, non, pas du tout. C'est vraiment petit profit, j'achète 3 machines, 2 dragues, 3 camions, voilà, donc petit investissement, petit profit, j'extrais, je drague et je vais un peu plus loin. Donc c'est assez perturbant. Et c'est extrêmement local. Donc ce caractère local va de pair évidemment avec faible valeur et le fait qu'il y avait des milliers de petites entreprises. Après-guerre, il y a 24 000 carrières en France. 24 000 carrières en France, c'est incroyable. Personne n'a jamais étudié ça. Encore en 1980, il y en a 12 000. Aujourd'hui, il y en a 4 000, donc ça se réduit. Et elles grandissent évidemment. Donc mais à l'époque, dans les années 60-70, c'est des petites carrières. Vraiment, enfin. Alors pas par rapport au 19e, parce qu'au 19e, il y a encore plus de carrières, mais elles sont encore plus petites. Et elles étaient utilisées parcimonieusement, disons. Elles n'étaient pas utilisées toute l'année. Ce n'était pas une extraction du quotidien. Mais donc, voilà, des dizaines de milliers de carrières. Elles sont à, en moyenne, 14 km du chantier, pour vous dire à quel point c'est local. 14 km, donc c'est vraiment à côté du chantier. Donc il y a un chantier, il y a une carrière. En moyenne, c'est 14 km par la route, parce que par péniche, c'est un peu plus, mais le transport se fait essentiellement par la route. Bon, il y a énormément de conflits, je passe. Alors maintenant, dernier point, j'ai encore 5 minutes. Ouais. Parce que j'ai pas du tout regardé. Hein. Donc il faudra me... Alors, donc, je vais un peu vite, hein, je suis désolé, mais c'est un peu quelques propriétés qu'on retrouve qui sont typiques hein, d'un type d'extractivisme. Alors, pour plein de raisons, je me sentais très mal à l'aise quand même de parler d'extractivisme. Ça se justifie bien par rapport à ces travaux qui vont désigner l'extractivisme spécifiquement de sable, mais par rapport à d'autres types d'extractivisme. Et l'extractivisme originairement est beaucoup associé à l'Amérique latine et à l'extraction de métaux, etc. Bon, et je suis brésilien et je l'ai bien vu, l'extractivisme, donc je me sentais un peu mal à l'aise de dire que ce qui se passe dans la Loire c'est voilà, des milliers de kilomètres carrés complètement éclatés, quoi. Donc c'est voilà. Donc pour ça que l'ordinaire j'y tiens, donc je n'aurais pas juste dit extractivisme tout court. Bon, on pourra y revenir. Maintenant, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça ne s'est pas arrêté, n'est-ce pas? Ça s'est métamorphosé. Alors, je vais aller vite, hein, je suis désolé. Jusqu'en 90, il n'y a aucune législation sur les carrières. Aucune. Ni sur l'ouverture, ni sur le moment de l'extraction, ni sur la fin de l'exploitation. Aucune. Jusqu'en 1970. Il y a des législations sur les mines, il y a des législations sur plein d'autres choses, mais pas sur les carrières. Vu tous les conflits, ça devient complètement intenable. Hein. Alors, ce qui va frapper beaucoup, ça va être les nappes phréatiques. Dans l'imaginaire, je veux dire, parce que là, c'est y compris en fait des administrations. Hein. C'est des élus qui disent ah ben là, on a un souci sur l'eau potable, quand même, faudrait un peu arrêter vos conneries. Et donc là, quand même, entre administrations, ça se chamaille et ça crée des débats sur il faudra arrêter l'extractivisme. Un autre aspect qui a été conflictuel, ah oui, alors ça c'est une super carte, parce qu'en plus c'est la Garonne. Ça c'est, pour vous dire, l'extractivisme ordinaire. C'est sur 35 km de Garonne, Toulouse est là, en bas à droite. Alors j'ai pas compté, je crois qu'un jour j'avais compté, je crois qu'il y a 28 sites d'extraction sur 35 km qui vont de 50 000 tonnes à 1 million de tonnes.
Mais il y en a beaucoup qui sont tout petits, hein, vous voyez, c'est 50 000 tonnes, 50 000 tonnes, 100 000 tonnes, 100 000 tonnes, 50 000 tonnes, voilà. Ça, c'est l'extractivisme ordinaire. C'est pas des giga-entreprises avec des giga-moyens, c'est des petites entreprises qui vont extraire plus loin, encore extraire, etc., etc. Et puis il y en a une très grande là, près de l'affluent du Tarn. Là. Bon, la carte n'est pas de moi, hein, je cite les auteurs ici. Alors, ce qui va frapper là, j'ai pas mis l'image. Ah si, voilà, j'ai mis l'image. Ce qui va frapper aussi au-delà des nappes phréatiques, c'est les ponts qui vont s'effondrer. Alors ça, quand même, c'est visible, ça se voit, ça crée un affect médiatique important, ça passe au JT, n'est-ce pas? Et ça, c'est un grand pont à Tours qui s'effondre. Et pareil, bah là, donc ça s'effondre presque en direct, quoi. Il y a chaque pilier qui s'effondre heure après heure, etc., etc. Et le niveau de la Loire avait baissé de 60 à 80 cm en quelques années à cet endroit-là, ils avaient complètement donc vidé. Et en fait, apparemment, les vieux pieux en bois, donc c'est un pont qui a 200 ans, hein, les vieux pieux en bois ont pourri en fait à l'air libre. Tant qu'ils étaient sous l'eau, ils pourrissaient pas, et quand ils sont arrivés à l'air libre, ils ont pourri. Ça s'est effondré. Et les ponts et chaussées, l'archive vient des ponts et chaussées, et les ponts et chaussées avaient examiné toute la géologie du coin, avaient regardé tous les gisements possibles, imaginables, la qualité, les quantités de chaque petit bout de Loire, mais comme ils avaient fait pour toute la France, hein, vraiment. C'était des grands spécialistes de géologie à cette époque. Ponts et chaussées sont parfaitement au courant que c'est l'extraction de sable et gravier qui est responsable de l'effondrement de ce pont. Et donc à partir de ce moment-là, c'est en 78 le pont qui s'effondre, l'archive date de 80, mais c'est non, 79, pardon, c'est marqué là, 79. Et à partir de ce moment-là, donc en effet, toutes les luttes, les tensions par rapport à cette extraction vont engendrer, disons, certaines régulations et certaines réglementations et notamment un nouveau droit des carrières. Mais alors ce qui est très important là-dedans, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'extractivisme ne va pas baisser. Donc si on reprend la première, celle-là par exemple, alors là c'est par habitant, mais si on prend par... bon, le record, là c'est bête parce que je me arrête en 2000, mais le record c'est 2008. On n'a jamais extrait autant que dans la première décennie des années 2000. Ça aussi c'est un peu perturbant, on pense que c'est le grand aménagement des années 60 ou 70, le moment de l'extraction, le pic, la grande accélération quoi. Non, le pic c'est les années 2000. Et donc ces législations n'ont pas en fait arrêté du tout l'extractivisme. C'est un point important. Alors ça c'est assez connu hein, dans l'historiographie par contre, c'est que les législations en fait viennent rarement arrêter les pollutions. Elles viennent plutôt les encadrer, les aménager ou les légitimer. D'accord ? C'est un classique de l'histoire environnementale. Et là c'était de nouveau le cas. C'était complètement le cas. En fait ce qui s'est passé c'est que l'interdiction, bon je vais aller vite, l'interdiction du dragage en rivière même, qui crée le plus de dégâts visibles, évidents, etc., c'est 93. Donc de 70 à 93, il y a plein de débats, plein de tensions par rapport à ça, mais pendant 23 ans quand même, on continue à extraire en rivière. Hein. Ça se fait quoi. Y compris dans la Loire, y compris après l'effondrement là. Voilà. Après l'effondrement de ce pont, où là vraiment tout le monde dit aux ponts et chaussées, faut arrêter vos projets, c'est pas possible, faut aller chercher du sable et du gravier ailleurs. Ça continue encore pendant une bonne décennie, y compris dans la Loire. Bon, je pourrais y revenir. Donc, ça va se métamorphoser, je vais vite. En 93, on ne peut plus extraire dans le lit des rivières, on peut extraire sur les côtés. Ça va en fait déplacer le problème vers les collines. Donc maintenant, on éclate des collines 5 minutes, 3 minutes. Ok. Ouais, c'est compliqué. Bon voilà, donc pour vous dire que la forme de l'extractivisme change, hein, est modifiée, évidemment, c'est pas une histoire linéaire qui est écrasante et qui se fait sans contestation. Alors je vais juste donner un argument important pour moi ici, c'est un des dispositifs qui a été essentiel pour que ça se maintienne malgré tout. C'est-à-dire que je vous dis ça s'est maintenu, ça s'est métamorphosé, mais en gros ça s'est quand même maintenu en tout cas au niveau, et ça se maintient aujourd'hui, hein, je veux dire c'est pas le passé, c'est aujourd'hui. Et un des dispositifs intéressants que j'étudie dans la thèse, c'est celui du réaménagement, qui est une demande réelle des populations, c'est-à-dire que pendant des décennies, par exemple à Garonne, là, on extrait, comme il n'y a aucune législation, en fait ils laissent en friche toutes les carrières abandonnées, etc. Et il y a une énorme demande sociale pour dire franchement c'est dégueulasse ce que vous faites, il n'y a aucun réaménagement quand vous partez, vous nous laissez un paysage finlandais, ils disent parfois, ou des choses comme ça. Donc plein de petits lacs, quoi, petits trous. Et un dispositif intéressant, ça va être celui du réaménagement, qui va être très contraignant pour les carriers. Ils vont se plaindre, ils vont vraiment pas être très heureux de cette histoire-là, parce que voilà, ça fait un coup un peu pour eux. Mais finalement, en réalité, ils vont bien comprendre que ça leur sert. Et je vais vite avec ça. Ça va
en gros, créer une nouvelle sphère économique remplie de bureaux d'études, de paysagistes, d'écologues, de géomorphologues, tout ce que vous voulez, hein, qui existe encore aujourd'hui, hein, des bureaux d'études. C'est vraiment un énorme business, quoi. Le réaménagement de carrière, c'est génial, y compris les carriers eux-mêmes en fait développent ces activités-là. Je veux dire, Et alors au début, ça passe par la remise en état, et puis assez vite par un vrai réaménagement. On fait des bases nautiques, on rend la chose très joyeuse, vous voyez, avec des jolis plans d'eau, on va planter les bonnes essences, on va faire des jolis dessins. Encore une fois, c'est admirablement pris en charge. Et tout ça pour vous dire que moi, quand j'ai un peu analysé tout ça, donc ça c'est un des dispositifs importants, donc c'est vraiment projeter un futur joyeux, parce que c'est le futur quand même, le réaménagement c'est à 15 ans ou à 30 ans, quoi. Alors aujourd'hui il se fait en même temps que l'extraction, bon c'est un peu plus complexe que ça, mais à l'époque c'est vraiment, dans 15 ans vous aurez votre base nautique. Et les carriers, en fait, à ce moment-là, renversent, et c'est explicite, je le cite à plusieurs moments dans le livre, ils renversent le stigmate, ils étaient considérés comme des consommateurs d'espace. Les carrières, il y a même des chiffres qui sont donnés à l'époque. On considère qu'elles consomment 35 km² par an, les carrières, dans les années 70. Et on dit c'est terrible, vous consommez 35 km² par an. Et à ce moment, donc vous êtes des consommateurs d'espace. Et à ce moment-là, ils vont renverser complètement la chose en disant non, on est des producteurs d'espace. On crée de la richesse d'ailleurs. On crée de la richesse pour vous, pour votre territoire, pour votre commune, etc., etc. En réaménageant, on va vous faire un super plan d'eau, une forêt, un parc, enfin tout ce que vous voulez. Bon, je passe, vous avez compris l'argument, j'y reviendrai plus tard. Et dernier point là-dessus, c'est très important. C'est que tout ça m'a fait penser que réfléchir en termes purement de ressources était insatisfaisant. C'est-à-dire que les économistes, en général, ou même les ingénieurs, vont dire c'est une ressource qui manque, une ressource... Et justement, parler juste en termes de ressources, ça désocialise en fait. C'est quoi une ressource ? Elle est ancrée où ? Elle s'attache à quel territoire, à quel espace, qui l'a extraite, etc., etc. Et moi, ce que je propose dans tout mon bouquin et dans mes travaux, c'est de rattacher ça à des espaces produits. C'est-à-dire que là, précisément, le problème, c'était ces carrières situées dans ces rivières-là qu'on peut voir, situées, repérées, identifiées, etc., qui a créé des affects négatifs. Les gens ne se sont pas dit « Oh là là, la ressource, je suis inquiet pour ma ressource ». Personne ne s'est dit ça. Vous voyez, quand je vois les plaintes, c'est alors des plaintes paysagères, le bruit, voilà, des affects qu'on pourrait dire rattachés à l'espace vécu. Et, je vais très vite, hein, je suis désolé, mais le point important dans ce réaménagement, justement, c'est de prendre en charge l'espace physique de la carrière et de le transformer lui-même pour le rendre acceptable. D'accord ? Ils n'ont pas dit on va améliorer la ressource pour vous. C'est pas ça le dispositif qui a fait fonctionner. Vous voyez, c'est pas une réglementation sur la ressource. Au contraire, on a continué à extraire. Je veux dire, c'est pas. Mais ça a été cette prise en charge, cette nouvelle production de l'espace extractif qui devient un espace de loisirs, un espace récréatif, ludique, etc., etc. Voilà, bon, j'ai été extrêmement rapide, je suis désolé. J'espère que vous en avez retenu quelque chose. Mais voilà, le résumé était là. Ça, c'est une pub de Lafarge. Hein. Donc, la carrière, c'est une étape dans la vie d'un seul. Mais il y a vraiment des milliers et des milliers de dépliants, mais c'est obligatoire, hein, de remise en état, de réaménagement, et qui passent par cette production de nouvel espace, de nouvelles richesses, etc., etc. Et en réalité, je crois que pour rendre intelligible tout cet extractivisme ordinaire, il faut en passer par là. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai été un peu long, je suis désolé. Ça a été long, hein ? Bah, je sais pas.